Amis du roman historique, de l'histoire, bonjour et bonne année également, car nous sommes en 2026. Étonnant, non? D'ailleurs, je vais faire un toast de paix, d'espoir et de bonheur pour vos familles, la nôtre, la mienne aussi, hein, et de la paix, du bonheur, espérons, à la vôtre. Bon, c'est du jus de pomme en fait, hein, c'est parce qu'il faut que je garde l'esprit clair pour les lectures. Donc aujourd'hui, pour l'année 2026, je suis remonté il y a très 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 longtemps, en 1200 avant Jésus-Christ, à l'époque de Ramsès II. Tout le monde connaît Ramsès II. Et Christian Jacques a fait des romans autour de l'Égypte, hein, plusieurs périodes, et notamment autour de Ramsès II et de la bataille de Kadesh. Donc on va essayer de voir des sources d'abord. Hein. Donc j'ai sélectionné une seule source, mais il y en a plein. Hein. Donc je ne pense pas que Christian Jacques, parce que ça fait un bout de temps qu'il a écrit ça au XXe siècle, avait ça comme source, hein, parce que ce sont des livres d'histoire qui sont sortis il y a peu en fait. Hein. Je vais regarder, je ne me souviens plus. Tout ça est marqué en première page en général, hein, les dates hein, d'édition sur ces ouvrages. Donc c'est en 2016, hein, c'est au XXIe siècle, et ça c'est des livres du XXe siècle. Mais ce sont des sources extraordinaires, il y a beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup de cartes de géographie, c'est assez pédagogique quoi. Hein. Vous voyez, c'est beau, hein, voilà. Donc c'est des très beaux livres. Hein. Alors ils existent en grand format, en petit format. C'est donc édité chez Belin. Ce sont des ouvrages magnifiques. Hein. Alors, il y a des tas de... il y en a sur la Grèce, sur la Rome antique, sur l'Afrique antique, sur l'Amérique antique, sur l'Europe du Nord antique, etc. etc. Donc il y a plein de cartes de géographie, c'est très très bien fait. Donc ça, c'est celui-ci, hein, est écrit par Damien Agut et Juan Carlos Moreno Garcia. Et donc ce sont des docteurs en égyptologie, etc., spécialistes du démotique. Alors le démotique, c'est une écriture simplifiée des hiéroglyphes. Hein, voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi les diverses émissions sur Champollion, là, sur Arte, donc on explique bien ce qu'était le démotique là-dedans. Sur la pierre de Rosette, hein, qui était trouvée lors de l'expédition d'Égypte de Bonaparte, à Rosette, hein, qui est un port sur la Méditerranée, il était trouvé une stalle comprenant du démotique, de l'égyptien ancien et du grec. Donc c'est après, je crois que Champollion est parvenu à déchiffrer tout ça vers 1825, 26, 27. Et donc et la pierre avait été découverte en 1801, 1800 à peu près. Donc il faut près de 30 ans pour parvenir à la déchiffrer. Voilà. Ensuite, j'ai sélectionné pour vous, pour avoir une idée donc, de l'évolution de cette société vers 1200 avant Jésus-Christ. C'était déjà une société ancienne, hein, parce que ça date de 3000 ans avant Jésus-Christ, l'Égypte ancienne. C'est les premières sociétés, hein, avec Sumer, avec la vallée de l'Euphrate. Hein, et c'était une société très 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 développée déjà, hein, bien avant que la société européenne sorte de ses grottes. Voilà. Donc, originaire du delta oriental militaire, de surcroît, le premier Ramesside était d'excellents connaisseurs de la situation politique en Asie. Leur stratégie régionale apparaît d'abord comme une empreinte de réalisme et de prudence. D'Horemheb à Séti Ier, les pharaons affermirent la présence égyptienne dans le sud du Levant et pour cela s'employèrent à renforcer leur maîtrise des routes qui reliaient l'Égypte à l'Asie. Ici encore, on devine une parfaite continuité entre les mesures prises par Horemheb et ses successeurs immédiats Ramessides. Au premier remonte en effet une série de travaux d'aménagement de nombreux points situés le long des routes qui traversaient le nord du Sinaï. La piste qui suivait la côte fut aussi
l'objet d'aménagements particulièrement importants par la construction de centres dotés de greniers et de puits, et où l'on pouvait établir des garnisons. La découverte de scellements portant le cartouche d'Horemheb montre que ces postes étaient directement ravatillés depuis les greniers royaux du delta oriental. Encore plus remarquable, les vestiges de plusieurs ports, vraisemblablement militaires, ont été mis au jour le long de cette piste, témoignant du fait que la marine de guerre égyptienne contrôlait étroitement le cabotage sur la rive nord du Sinaï. Les expéditions militaires entreprises par les Égyptiens dans la région jusqu'au règne de Séti Ier, le père de Ramsès II, visèrent avant tout à soumettre les groupes mobiles qui circulaient dans le Sinaï, comme les Chassous. Jusqu'aux invasions des peuples de la mer au début du XIIIe siècle et les sites fortifiés ou non tenus par l'État pharaonique au Levant se concentraient dans la partie la plus méridionale de ce dernier. Leur localisation le long des itinéraires commerciaux montre que ces postes avaient surtout une vocation à assumer le contrôle des routes qui menaient vers l'Égypte et très vraisemblablement à permettre au fisc royal de lever un droit de passage sur les caravanes qui transitaient entre l'Égypte et Canaan. Canaan, c'est l'emplacement d'Israël actuellement. Voilà. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire la quatrième de couverture. L'Égypte des pharaons, de Narmer à Dioclétien, 3150 avant Jésus-Christ, 284 après Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est un gros livre qui relate tout ça sur près de 800 pages. Grand format en plus. Depuis une trentaine d'années, les découvertes archéologiques, mais aussi le réexamen des données anciennes ont profondément renouvelé notre connaissance de l'Égypte ancienne. Ces avancées permettent aujourd'hui de proposer un récit neuf, dégagé de la routine de l'histoire cyclique, où encore les empires forcément fastueux viennent s'intercaler de sombres périodes intermédiaires, marquées du sceau de la décadence. Les 16 chapitres qui composent ce volume évoquent autant de moments de cette longue histoire qui commence à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ et s'achève avec la conversion des empereurs romains au christianisme. Malgré les transformations écologiques, géostratégiques, sociales et économiques que connut l'Égypte durant ces 3 millénaires, ces rois, même ceux qui venaient de Perse, de Macédoine ou de la lointaine Rome, se glissèrent dans un costume politique taillé à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Le pouvoir pharaonique en fut-il pour autant immuable? Il faut pour répondre ne pas se laisser aveugler par les textes et les monuments suscités par les pharaons eux-mêmes. Pyramides écrasantes, temples gigantesques, somptueux masques d'or donnent en effet une image pour le moins erronée de l'omnipotence. Illusion qui vole en éclats si l'on abandonne le mythe de l'exception égyptienne et que l'on envisage l'histoire politique des monarchies comme participant à celle, plus générale, des mondes anciens. Près de 300 documents iconographiques, une trentaine de cartes illustrent cette histoire de l'Égypte et des pharaons. Voilà, je pensais que c'était intéressant de vous donner une vue globale. Voilà, ensuite, on va faire parler des Égyptiens, c'est intéressant, il y a un cartouche qui nous donne une vue des Égyptiens sur cette époque. Après que des agents hittites sont parvenus à convaincre les Égyptiens que leur adversaire s'était retiré, Ramsès II et son régiment d'Amon s'avancèrent en avant-garde et campèrent dans les parages de Kadesh. Le roi hittite Muwaltali lança alors une attaque surprise qui disloqua le régiment de Ré, qui suivait celui d'Amon. Chassés vers le nord, le roi et ses hommes se retrouvèrent isolés et cernés. Menacé d'être submergé par les Hittites, Ramsès II ne dut son salut qu'à l'arrivée providentielle d'une troupe constituée par ses alliés levantins et une charge dont le poème de Pentahour, du nom du scribe égyptien qui le composa, a conservé une narration épique. Alors on va le citer. Si j'ai appelé ô père Amon, alors que je me trouvais pressé par une foule inconnue, tous les pays
s'unissait contre moi, qui était seul, sans soutien. Mon immense armée m'avait en effet abandonné et la charrerie regardait ailleurs. Malgré mes appels, aucun d'eux n'entendait même quand je criais. Je découvris alors qu'Amon est plus efficace qu'1 million de soldats, ou des centaines de milliers d'origes, plus de 10 000 frères et enfants réunis et agissant de concert. Le travail d'une foule n'est rien. Amon est plus efficace qu'eux. Amon, c'est par la volonté qu'exprime ta bouche que je suis venu jusque-là. Jamais je n'ai outrepassé tes ordres. Or, comme je criais mes prières au fin fond des pays étrangers, ma voix résonna dans Thèbes. Je vis alors Amon venir. Dès mon premier appel pour me prêter main forte, j'étais exalté. De derrière moi, mais je l'entendis, comme si nous étions face à face, il cria « En avant, je suis avec toi, car je suis ton père. Ma main est à ton service. Je suis plus efficace que des dizaines de milliers d'hommes. Je suis le seigneur de la victoire, l'ami de la vaillance. » Alors je me découvris l'esprit intrépide et le cœur joyeux. Tout ce que je faisais réussissait. Comme Moutou, dieu de la guerre, je tirais à l'arc de la main droite et saisissais l'adversaire de la gauche. Je leur apparaissais comme Baal lorsqu'il est en furie. C'est alors que je réalisais que les 2500 attelages qui m'encerclaient formaient maintenant, au pied de mes chevaux, des rangées de cadavres. Voilà, alors c'est le récit épique de l'Égypte antique, donc c'est Ramsès II qui parle. Voilà, donc là j'en étais où moi 29, 200, 430, Ramsès à Kadesh. Donc là c'est simplement un commentaire d'une fresque qu'on voit ici. Hein. Là sur les pages précédentes, on voit la bataille de Kadesh, hein, qu'elle vous est décrite sur un dessin. Enfin à vous de revenir en bibliothèque ou en librairie sur cet ouvrage. Là, c'est la carte générale de cette époque, mais il y a plusieurs cartes pour les différentes époques de l'Égypte antique. Et alors ça, c'est c'est Ramsès II à Kadesh, hein, ici, là. Hein, et temple de Ramsès II à Abu Simbel, hein, le fameux temple très loin, proche du Soudan. Ramsès II, à la tête de ses charge ses adversaires qui implorent sa clémence. Le roi, coiffé de la couronne casque bleu, se tient sur un char léger tiré par 2 chevaux, dont les rênes ont été attachées afin de lui permettre, et à son équipier, dont on devine l'arc derrière, celui du monarque, de décocher les flèches. On aperçoit croisé sur le côté de la caisse le carquois et l'étui destiné à contenir l'arme et les munitions dont se sert Ramsès II. C'est durant la seconde partie du 2e millénaire que la charrerie de guerre commença à être employée dans les batailles et devint peu à peu, en raison de sa capacité à disloquer des groupes de fantassins, un élément essentiel de la victoire. Frêle véhicule, on devine sur l'image la fragilité des roues. Le char était transporté, démonté puis assemblé avant la bataille. Voilà, ensuite, c'est 431, c'est ça. Guerre et paix. Bon. Voilà, il n'y a pas de Tolstoï là-dedans, hein, mais il me semblait que c'était un titre intéressant pour ce passage-là. Guerre et paix. L'Égypte et le Hatti avaient déjà signé un accord de paix désigné sous le nom de traité de Kurustama, sous le règne de Thoutmôsis III, 479-1425, donc c'est avant Kadesh. Celui-ci, établi entre Ramsès II et Hattusil III, le fut 16 ans après Kadesh, hein, autour de 1258. Le contenu de ce traité nous est connu, d'une part par la version akkadienne découverte dans les archives d'Hattusa, capitale du royaume hittite, et d'autre part par le résumé égyptien gravé sur les parois du temple de Thèbes. Les conditions de la remise en œuvre de cet accord sont claires pour une centaine de lettres échangées entre les deux cours, dont les copies, les brouillons, furent exhumés des ruines
d'Atouza. Voilà. La lecture de ces documents montre que le traité était établi de souverain à souverain, et non de véritablement d'État à État. Les liens entre les deux lignées royales s'exprimaient en recourant au vocabulaire familial. Roi et reine s'appelaient aussi frères et sœurs. Ramsès II désignait le prince Tashmi Sharuma comme son fils. La concorde était régulièrement entretenue par des échanges de présents, objets en or pour les hommes, pièces d'étoffe pour les femmes. Ce rapprochement devint encore plus étroit après que le pharaon ait épousé deux princesses filles d'Atuzil III en 445 en 1245 et 1237. Comme le traité de l'an 21, ce mariage du règne de Ramsès II, ces mariages royaux furent l'objet d'inscriptions publiques sur les murs du temple de Karnak. Karnak, hein, donc il y a d'autres archives sur Karnak. Là. J'ai sorti un petit livre que j'ai là. J'en ai des gros aussi, mais j'ai plus de place. Donc on peut voir Karnak avec ses palais, etc. Il y a plein d'ouvrages comme ça qui sont souvent très très bien. Hein. Mais il faut regarder ces ouvrages, les regarder en bibliothèque, ça fait voler l'imagination. Hein. Voilà, j'en étais où moi? Je suis perdu. Voilà, c'est ça. Un groupe de hauts dignitaires était chargé de maintenir un lien permanent entre les deux cours. Ainsi, Piriknawa fut dépêché à Atouza par Ramsès II pour préparer le texte du traité de l'an 24 de son règne. Son nom apparaît à plusieurs reprises dans la correspondance royale. C'est à des Égyptiens du Nord que les missions diplomatiques en direction du royaume hittite étaient confiées. Ainsi, l'ancien grand prêtre de Ptah, Rehtep, qui avait précédé le prince Kaemahuise dans cette fonction, était lui aussi présent dans la capitale hittite durant les années précédant la signature du traité. De manière moins formelle, Ramsès II envoyait aussi régulièrement des médecins égyptiens à Atouza. Il dépêcha à la demande de Atuzil III des obstétriciens au chevet de Matanazi, la sœur de ce dernier, à laquelle son âge avancé interdisait d'avoir des enfants. Outre leur rôle médical, il est certain que ces médecins de cour jouaient aussi le rôle de porte-parole du pharaon auprès du roi hittite. Plus encore, leur éventuelle proximité avec les membres de la famille royale leur permettait de jouer le rôle de conseillers politiques. Diplomates et messagers royaux accompagnèrent ainsi une paix qui perdura bien au-delà de la signature du traité de l'an 24 de Ramsès II, inaugurant une longue période de profonde coopération entre Égyptiens et Hittites. L'exemple le plus frappant de celle-ci se trouve dans le geste accompli par le successeur de Ramsès II, le pharaon Mérenptah, qui fit livrer du grain aux autorités hittites pour aider le royaume à surmonter une grave famine. La paix égypto-hittite se prolongea encore durant une génération jusqu'à la disparition du royaume hittite au cours des premières décennies du XIIe siècle. Elle permet à l'Égypte de se décharger de la lourde tâche d'avoir arbitré les incessantes querelles des royaumes du Nord-Levant. En libérant les Ramessides de la partie syrienne de l'héritage de Toutmoside, le traité de l'an 24 leur donnait les moyens d'affermir leur domination sur la partie sud du Levant, en Canaan, Israël, quoi, et en Judée. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est Canaan, justement, puisqu'on en cause. Alors, Canaan. Dans un premier temps, l'établissement de la paix se traduit par un arrêt complet des grandes expéditions royales au Levant. Ainsi, entre 1269 et 1213, ça diminue parce qu'on vient vers Jésus-Christ du coup, aucune opération militaire d'envergure ne semble avoir été conduite en Asie par Ramsès II. Il est possible que cette longue période de calme ait fini par fragiliser la domination égyptienne sur le sud du Levant. En effet, à peine 5 ans après la mort de Ramsès II,
aux environs de 1208, son successeur Merampta fut obligé de reprendre le chemin de l'Asie à la tête de son armée. Cette campagne et celle que le nouveau roi mena aussi en Libye est connue par une stèle commémorative appelée stèle de Merampta qui se dressait à Thèbes. Ce texte raconte la manière dont les Égyptiens durent reprendre la plupart des sites stratégiques cananéens, notamment Ashkelon et Gézer. Il mentionne aussi la destruction d'Israël dont la semence n'est plus, livrant ainsi la plus ancienne mention connue du nom qui désignait alors un groupe vivant dans les montagnes de Judée. Outre le fait que l'Égypte avait brusquement perdu pied dans la totalité du sud Levant, la stèle de Merampta montre à quel point l'organisation politique de la région avait évolué depuis le milieu du XIIIe siècle. Le calme qu'avait connu le pays de Canaan durant la seconde partie du règne de Ramsès II cachait en réalité une effervescence politique que les Égyptiens allaient tenter de maîtriser en déployant une violence prédatrice. C'est d'abord des esclaves que les... C'est lourd ça, hein. Bon, c'est d'abord des esclaves que les Égyptiens venaient chercher à Canaan. Prisonniers après avoir été marqués au fer rouge au nom du pharaon, ils étaient pour partie expédiés dans les mines du cuivre de Timna, dans le sud du désert du Negev, et une vingtaine de kilomètres au nord du golfe d'Aqaba. D'autres captifs étaient dirigés vers l'Égypte, où ils étaient offerts par le roi au temple thébain. Ou aux membres de la cour ou de l'armée en guise de gratification. Les enfants des élites cananéennes pouvaient aussi être expédiés en Égypte pour être rééduqués. Ils apparaissent dans la communication du harem royal qui se trouvait à Miour, Medine Gourob, à l'entrée du Fayoum. Cette institution semble aussi avoir abrité une école où des dames de haut rang étaient chargées de retourner les langues des étrangers afin qu'ils marchent sur le bon chemin. Autrement dit, de leur apprendre l'égyptien, mais aussi de faire naître chez eux le désir de servir les intérêts de la monarchie ramesside. Très certainement, dans le contexte de cette déportation, de réduction en esclavage de populations entières et de conditionnement politique d'une partie des élites cananéennes, se forgea dans la population qui peuplait les montagnes de Judée la mémoire culturelle d'où précède le récit biblique de l'Exode. La déportation des Hébreux en Égypte, leur réduction en esclavage pour servir de main-d'œuvre sur les chantiers de Pharaon, l'éducation de Moïse confiée à des princesses égyptiennes, toutes ces histoires plongent très vraisemblablement leurs racines dans les traumatismes causés par la violence de la politique égyptienne en Canaan et en Judée. Ainsi, plutôt que de correspondre à des événements précis dont le souvenir aurait été conservé, le récit de l'Exode découlerait de l'atmosphère d'une période particulièrement sombre de l'histoire du Sud Levant. La situation dramatique de cette région au XIIIe siècle, et notamment l'asservissement d'une partie des populations locales, n'est pas sans rappeler celle que connaissait la Nubie depuis le milieu du XIVe siècle, du XVIe siècle, pardon. Toutefois, l'investissement du pouvoir ramesside dans le nord de son empire s'accompagna d'un retrait progressif de ces derniers, de ses marges méridionales. Je vais boire un petit coup parce que c'est fait beaucoup de textes. Voilà, un peu de sucre et on redémarre. Alors on redémarre sur la Haute-Égypte. Terre d'origine des Toutmosides, la Thébaïde avait été peu à peu délaissée au profit de Memphis et du Delta. Ce mouvement amorcé dès le XIVe siècle s'accentua avec l'arrivée du pouvoir des Ramessides, lorsqu'ils constatèrent l'appauvrissement sensible des ressources de la Nubie. La Nubie aux mains des vice-rois. La chronologie du volume des donations en or opérées par les pharaons à différentes institutions montre un déclin très net
après le règne de Thoutmôsis III, 1479-1425. Et même s'il est difficile d'inférer à partir de ces données une baisse globale du rendement des mines du désert oriental de Nubie, il est possible que le volume d'or dont disposaient les pharaons ait commencé à décliner dès le XVe siècle avant Jésus-Christ. Parallèlement à cette baisse contrastant avec la période Thoutmoside, la période ramesside montre une nette diminution des opérations militaires de la couronne en Nubie. Contrairement au Levant, où jusqu'à l'invasion du peuple de la mer, les pharaons intervenaient en personne de manière régulière. La Nubie paraît de plus en plus livrée à elle-même. La dernière grande intervention de l'armée royale dont nous avons trace remonte au règne de Séti Ier, 1294-1279. Une inscription laissée par Ramsès II dans le temple de Beth Ouali, en Basse-Nubie, mentionne qu'une brève campagne se serait déroulée sous son règne dans le pays d'Irem, au-delà de la 5e cataracte. Toutefois, le roi ne participa pas personnellement à cette opération qui fut placée sous la responsabilité du vice-roi de Couche, Amenémopé. Il s'agit là très vraisemblablement de la dernière intervention égyptienne aussi loin dans le sud nubien. La résidence des vice-rois se situait bien plus au nord, installée dans la partie du pays la plus utile aux Égyptiens. Un palais se dressait ainsi à Mia, au cœur de la basse Nubie, tandis que, plus au sud, l'île de Saï abritait la forteresse de Shahat, capitale du pays de Koch. De Séti Ier date aussi le texte d'un décret royal extrêmement important pour saisir le type de revenu que la couronne et les institutions religieuses tiraient encore de la Haute-Nubie au début du XIIIe siècle. Ce décret est lié au site de Nori qui se trouve au nord-est de la 3e cataracte. Son texte fut gravé à plus de 93 mètres de hauteur sur un promontoire rocheux de la rive droite du Nil. Séti Ier a fait interdiction aux hommes du vice-roi ainsi qu'à tous les autres agents royaux présents au Nubie d'interférer dans les affaires conduites par le grand temple funéraire que le roi venait de fonder à Abydos. Les marchands, aussi bien égyptiens qu'étrangers, employés par ce temple, pouvaient ainsi venir s'approvisionner en or, mais aussi en peau de léopard et en queue et en cuir de girafe dans le pays de Couche et au-delà. Plus au nord, dans les années 1270, le fils de Séti Ier, Ramsès II, initia une politique ambitieuse visant à établir en Basse-Nubie plusieurs institutions religieuses nouvelles, dédiées aux divinités des principales villes égyptiennes de l'époque, Ptah de Memphis, Amon de Thèbes, Héré d'Héliopolis, mais aussi au roi et à la reine Néfertari. La création de ces temples s'accompagna de celle de domaines agricoles, source de nouvelles rentes dont une partie profita au soutien local de la couronne. Un des objectifs poursuivis par Ramsès II à travers cette politique était de permettre à l'administration égyptienne de Nubie de rémunérer ses membres par le biais de prébendes sacerdotales, renforçant ainsi leur indépendance financière au bénéfice du trésor royal. Voilà, donc ça donne une idée. Il faut lire beaucoup de choses pour faire ce genre de roman. Roman que nous verrons la semaine prochaine, du coup. Donc je renouvelle mes vœux enfin je vous remontre le livre, hein, et je vous renouvelle de bons vœux pour 2026, et je vous dis à très bientôt. Tiens, j'en bois un coup. Cul sec. Voilà.